When I met you in the summer, to my heartbeat Salut les sound. enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler boulot, en plein mois d'août. Est-ce que vous êtes au taquet ou pas, s'il vous plaît? Non, j'avais en tête cette vidéo depuis un petit moment et puis voilà, je trouve que finalement la période est pas si mauvaise. On est un petit peu avant la rentrée. Peut-être qu'il y en a qui cherchent encore leur orientation pour l'année prochaine. J'ai absolument aucune idée des délais aujourd'hui pour s'inscrire à la fac et tout, mais bref, je me suis dit pourquoi pas. Après tout, il y a aussi la petite fonction à regarder plus tard. Donc vous me glissez comme ça sur le côté de votre truc YouTube et puis vous pouvez regarder cette petite vidéo à tout moment dans l'année. Vous inquiétez pas, elle va rester là de toute façon. Donc aujourd'hui les enfants, je vais vous parler de mon métier qui est donc le métier de traductrice slash chef de projet. Je sais bien que chef de projet c'est un petit peu le métier fourre-tout qui fonctionne à peu près pour toutes les catégories de tous les domaines de spécialisation, mais voilà, les faits sont là, je suis chef de projet. Donc bien sûr je vais vous raconter en quoi ça consiste et comment j'ai fait pour en arriver là. Pour ce faire, j'ai fait comme la fois précédente. La fois précédente on avait parlé du télétravail très spécifiquement puisque ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille depuis chez moi, toujours en tant que salarié au sein de mon entreprise, mais en détaché à la maison du coup. Et donc la fois précédente je vous avais demandé de me poser vos questions puisque c'est vrai que pour aborder ce genre de sujet hyper large, j'avais besoin d'un cadre, d'une ligne, d'un chemin tracé en fait. Voilà, j'avais besoin de vous, les enfants. On va pas se mentir, hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis ça avait pas mal fonctionné, je pense qu'on avait abordé pas mal de choses qui, en tout cas vous, avez l'air de vous intéresser. Et je pense que c'est un petit peu l'objectif principal de cette vidéo. Hein. Moi je me parle pas à moi-même, là pour le coup, mon métier je le connais. Donc je me suis dit que j'allais réitérer l'expérience, vous m'avez posé vos petites questions et franchement c'était pas mal. J'en ai une dizaine que j'ai reclassé pour qu'on puisse avoir une trame quand même dans tout ce cheminement. Donc c'est un petit peu organisé pour que mes idées suivent leur cours, ça va pas vous étonner grandement si vous avez l'habitude de cette chaîne. Je vais essayer évidemment d'englober à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire à la base. Les enfants évidemment je vous le précise maintenant, mais si je n'ai pas assez appuyé sur un point, si vous avez d'autres questions qui vous traversent l'esprit en voyant cette vidéo, vous n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, et puis soit on fait une partie 2, soit je vous réponds directement en commentaire. On se débrouillera. On se débrouillera. Je vais commencer tout de suite par Émilie qui emboîte le pas comme ça, mais tellement bien. Émilie qui me demande comment en es-tu arrivée à faire ce métier? Est-ce qu'on peut pas commencer par la base de la base? Alors, le métier de traducteur, je vous avoue que je savais même pas que ça existait, fut un temps. À la base, j'étais quand même assez bonne en langue pendant toute ma scolarité, c'est-à-dire qu'au collège, j'ai fait allemand LV1 et anglais LV2 et j'ai vraiment adoré ces cours-là. Peut-être que le fait que je sois amoureuse de mon prof d'allemand en 6ème, ça a aidé, tout est possible. J'ai kiffé ça tout de suite, donc je me suis inscrite en classe européenne allemand pour le lycée, donc de la seconde à la terminale. Et donc j'ai passé mon bac dans ce cadre-là, j'ai eu 20 sur 20 en allemand, j'étais un petit peu moins ouf en anglais, mais j'étais quand même très bonne, donc voilà, je savais que ça c'était mon truc, mais j'avais toujours cette passion pour les maths, je vous en ai parlé dans la vidéo avec Amandine sur la FAQ des 10 000 abonnés, vraiment j'adorais les maths quoi, je voulais être prof de maths, même si j'aimais beaucoup les langues, vraiment prof de maths c'était ancré en moi, jusqu'à la terminale où je me disais ouais là ça devient quand même un peu costaud, je vais réussir à limiter la casse mais je suis pas sûre que je pourrais apprendre ça à d'autres personnes plus tard, et puis c'était surtout le fait d'être prof. Voilà, je l'ai assez vite éliminé de mon champ de vision, déjà j'ai pas de patience, en plus j'avais du mal à expliquer les choses aux gens, enfin tu vois je suis pas très diplomate, c'est pas le terme que je cherche, mais pédagogue, c'est ça. Je voulais plus être prof, mais je voulais un truc qui mélange les langues et les maths, donc je me suis inscrite à des concours pour faire des écoles de commerce international. Mais rien à voir avec la choucroute, je m'étais dit maths, commerce, ouais. Bon, c'est un raccourci un petit peu rapide, mais voilà. Donc j'ai réussi les écrits haut la main pour une école à Lille. Et à l'oral, je suis arrivée, moi et mes 17 ans, je suis arrivée avec tous mes complexes et tout. Enfin vraiment j'étais un intrus au milieu de cette pièce. À côté de moi il y avait des gens beaucoup plus à l'aise dans leur corps, dans leur vie, et je pense qu'effectivement c'était ce type de profil qui était recherché en école de commerce. Pas du tout le mien, qui me suis mise évidemment à chialer à l'entretien, enfin bref, une catastrophe. Donc voilà, je suis sortie de cet entretien là en me disant ouais non, ce monde là il est pas fait pour moi. Et ça a été assez radical, hein. Je me suis même pas dit je retenterai l'année prochaine, pas du tout. Et donc pour pas rien faire, je me suis inscrite à la fac de langue à Amiens du coup, ça nous ramène à quelle année? 2005 ? Oh, les enfants, je crois que c'est ça, 2005. Donc 2005-2006, voilà, j'ai fait une première année de LEA, donc langues étrangères appliquées, à l'université de Picardie-Jules Verne. J'étais inscrite en anglais-allemand du coup, l'anglais qui est devenu aussi important que l'allemand, donc j'ai eu un petit peu de mal au début. Et puis j'avais pris LV3 espagnol, mais on faisait surtout des cours de cinéma que j'ai adoré d'ailleurs, et qui m'a vraiment permis, donc j'avais déjà fait de l'espagnol en LV3 au lycée,
Ça m'a vraiment permis d'améliorer mon niveau d'espagnol à ce moment-là. Ces cours-là, alors j'avais aussi un peu de grammaire et de conneries comme ça, mais ça m'a vraiment mis dans le bain et voilà. J'ai beaucoup progressé en espagnol pendant ces 3 années de licence du coup, mais c'est à peu près tout ce qui s'est passé quoi. C'est-à-dire que comme je vous disais, en allemand j'avais quand même un très très bon niveau, en anglais j'étais très bonne, et la fac de langue c'était un peu... je pense que c'était aussi le cursus fourre-tout pour pas mal de gens qui savaient pas trop quoi faire, et du coup on se retrouvait avec tous les niveaux, mais des niveaux... du tout au tout les enfants, c'est-à-dire que les premiers cours, voilà, on a appris à se présenter en anglais, moi j'étais absolument pas là pour ça, enfin j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps. Alors après je m'y suis faite si tu veux pendant ces 3 années, je suis beaucoup sortie, j'ai profité, j'ai absolument pas bossé, j'avais mes examens comme ça hyper facilement sans rien foutre, enfin voilà c'était une sacrée période, mais c'est vrai que professionnellement, ou en tout cas scolairement parlant, on était assez proche du néant quoi. Sauf que j'ai quand même assez rapidement eu un intérêt tout particulier pour les cours de traduction. Donc quand t'es en fac de LEA, t'as des cours de langue, donc en anglais, en allemand, t'as des cours de grammaire, t'as des cours de... comment on appelle ça ? De conversation, tu sais, de participation orale en fait. T'as aussi des cours de civilisation, t'as aussi une deuxième partie genre linguistique, lexicologie, je sais plus très bien le nom des matières, mais voilà, un truc vraiment... typiquement langue française, et puis tu as une troisième partie qui effectivement correspond à l'intitulé, c'est-à-dire c'est langues étrangères appliquées au commerce et je sais plus quoi. Vraiment c'est tellement loin pour moi. Et du coup tu as toute une partie éco, compta, droit aussi, enfin bref, tu as vraiment beaucoup de matières, et moi tout de suite c'est les cours de traduction qui m'ont plu. Alors tu fais de la traduction version et de la traduction thème, donc la version c'est de la langue étrangère vers ta langue maternelle, et le thème c'est du français vers la langue étrangère en question. Donc je faisais ça dans les 3 langues, anglais, allemand, espagnol, et c'était vraiment mes cours préférés. Donc rapidement je me suis dit, ok je veux faire de la traduction plus tard. Donc tout naturellement, les années passent, et je m'inscris au master de Lille, donc l'université Lille 3, qui s'appelle Master TSM, traduction spécialisée multilingue. À l'époque c'était sur dossier avec un petit concours, mais c'était vraiment beaucoup sur dossier, et le petit examen écrit qui allait bien, c'était une petite traduction à faire, je sais plus exactement, mais bon, je crois que ça a beaucoup changé aussi depuis, et qu'ils ont vraiment serré la vis au niveau de l'inscription, parce que il y a de plus en plus de demandes pour ce master là, et il y a toujours aussi peu de place, c'est juste une classe quoi. Donc je pense que c'était beaucoup plus facile d'y rentrer à mon époque qu'aujourd'hui. Donc je suis arrivée avec mes gros sabots et j'ai fait mes 2 années de master, de 2008 à 2010. Donc voilà un petit peu le cursus que j'ai fait. C'était assez long, non? Mais comme ça vous donne un peu toutes les infos. Il y avait quand même pas mal de questions sur les études, justement Karine qui me disait « Ah bien ça m'intéresse cette vidéo, ça doit être un super boulot, mais effectivement je ne sais même pas les études qu'il faut, donc les infos ça serait nickel. » Tu vois, je pense que j'ai répondu en long, en large, en travers à ta question. Et Cathy qui me disait « Coucou Chacha, as-tu fait ce métier à la poursuite de tes études ? Ou as-tu fait autre chose avant ?» Et donc effectivement j'ai été diplômée en 2010 à 22 ans, ce que j'ai trouvé très jeune. J'ai tout enchaîné hein, les enfants, en plus je suis de fin d'année donc j'ai eu mon bac à 17 ans. Et j'ai aussi été embauchée directement à la suite de mon stage de fin d'études. Vraiment je suis même pas sûre d'avoir eu une semaine de vacances entre deux, mais à 22 ans j'étais en CDI quoi, tu vois. Je vais pas me plaindre du tout, hein, c'est exactement ce que je voulais, mais je vous avoue que les premiers mois ont été compliqués pour moi. Pas pour me faire une place vis-à-vis des autres, mais plutôt pour me faire une place vis-à-vis des clients. Je trouvais que vraiment j'en menais pas large, tu vois, que j'en imposais pas assez. J'avais du mal à montrer qu'on pouvait me faire confiance. Heureusement, c'était très peu de clients que je voyais en face-to-face à l'époque. C'était beaucoup de téléphones, de mails et tout, mais rien, même ça, j'avais du mal à... C'est un peu le syndrome de l'imposteur en fait, tout simplement. J'étais vraiment trop jeune dans ma tête pour faire un métier aussi sérieux. Quand même, on n'est pas là pour d'arras. Et voilà, bon bah c'est tout. Après les années d'expérience sont venues et maintenant je suis très à l'aise avec ça, mais au début c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très jeune pour moi dans mon cas d'être dans le bain aussi vite. C'est vrai qu'il m'a manqué peut-être quelques années à faire autre chose ou à me forger aussi une personnalité, tu vois. Moi à 22 ans vraiment on se connaissait pas encore à l'époque vous et moi, mais je n'étais que l'ombre de moi-même et j'étais déjà salariée. Incroyable. Cléo me demande « Hello Chacha, est-ce que tu as fait une année à l'étranger dans le cadre de tes études ?» Et j'enchaîne avec Prouti Prouta, sacré pseudo cette femme. « Et tu allais vivre un temps dans les pays parlant les langues que tu as traduits pour te perfectionner. Ça a dû être une expérience enrichissante et je suppose que c'est indispensable, les cours ne doivent pas être suffisants. » Donc effectivement c'est indispensable, je pense même que c'est obligatoire aujourd'hui. À mon époque c'était fortement recommandé, je pense qu'aujourd'hui tu peux pas faire sans. Mon cas est un petit peu spécial. C'est-à-dire que l'année de ma licence, je devais partir en Espagne à Murcia
pour faire 6 mois d'Erasmus, comme la plupart de ma promo de toute façon. Et j'avais vraiment dans l'idée d'améliorer mon espagnol, comme je vous disais, c'était une matière qui me plaisait beaucoup. Et puis cette année-là, comme dirait l'autre, cette année-là mon père est décédé, donc ça a été assez évident pour moi d'annuler ce sketch, et du coup je suis pas partie. J'ai fait toute ma licence à Amiens, je suis restée à la maison quoi. J'ai été déçue sur le moment, oui, parce que je voyais tous mes copains qui partaient à l'étranger, Erasmus ça avait l'air d'être fou, surtout qu'à cette époque-là, j'étais pas à fond dans le boulot comme je vous disais, donc j'avais vraiment l'intention de profiter pleinement de l'expérience sociale, plus que de l'expérience scolaire en tout cas, et voilà, ça n'a pas été le cas, et en même temps, vraiment pour moi, sur le moment, c'était impensable de partir, de laisser ma mère et ma soeur comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, les 6 mois à l'étranger ont été squeezés comme ça, et puis l'année d'après, donc quand je suis arrivée en master à Lille, donc là où je te soutiens, c'est quand tu dis c'est indispensable. Alors je sais pas si c'est parce que le niveau à Amiens était vraiment très faible, ou alors parce que j'ai rien foutu pendant 3 ans, ou encore parce que je suis pas partie à l'étranger. C'est un genre de petit cumul de tout ça qui fait que je suis arrivée à Lille, et je suis passée de genre l'élève modèle trop forte qui cartonnait tous ses examens, à celle qui devait cravacher pour avoir la moyenne. Ça a été hardcore, hein. Ça a été hardcore parce que tout le monde était super fort, tout le monde avait déjà vécu à l'étranger, et que moi j'ai dû travailler en fait. Là j'ai vraiment commencé à bosser cette année-là, cette année de Master 1, parce que j'avais du retard en fait, tout simplement. Donc je pense qu'effectivement c'est aussi lié à l'année à l'étranger que j'ai pas faite. Quand je vous parlais aussi de mon syndrome de l'imposteur, ça fait aussi partie de ça. Je pense que ce genre d'expérience quand t'es jeune, ça te forge aussi une personnalité, tu sais, ça te crée des expériences que tu n'as pas dans ton cocon habituel. Donc voilà, c'est un petit mélange de tout qui fait que il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué quelque chose personnellement et professionnellement. Donc j'ai cravaché, et j'avais une proposition de stage pour le Master 1 à l'étranger. Donc je devais partir en Allemagne. Et encore une fois, en fait c'était la première année où j'étais à Lille. Et j'étais pas du tout à l'aise avec cette vie-là en fait. J'étais loin de ma mère, loin de ma sœur, qui vivaient des moments pas faciles. Encore une fois, on n'était que quelques mois après le décès de papa, et je me voyais pas partir en fait. Je me voyais pas partir du tout. Du coup, je suis toujours pas partie. J'ai fait mon stage chez une traductrice à Amiens. J'étais chez maman, je dormais tous les soirs chez maman. Et ça m'a fait un bien fou en fait, ça m'a fait un bien fou d'être à la maison et de retrouver ma petite vie amiénoise que j'avais quittée du coup 6 mois auparavant. Et vraiment les premières années à Lille pour moi c'était cool parce qu'on était en coloc machin, mais c'était aussi difficile, je rentrais tous les week-ends, je créais pas de vie à Lille quoi, si tu veux, dès que je pouvais je rentrais à la maison quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait aussi pendant mon stage. Et mon stage de Master 2, je l'ai aussi fait en métropole lilloise, donc toujours pas à l'étranger, et puis j'ai bien fait parce que c'est comme ça que j'ai été embauchée par la suite. Donc pas d'année à l'étranger pour moi, c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille. Aujourd'hui je le regrette pas parce que voilà, j'ai un poste qui me correspond parfaitement, et voilà, ma route professionnelle est complètement alambiquée, c'est-à-dire ça correspond pas du tout à ce que tout le monde a fait autour de moi, mais en même temps je suis arrivée à mon but, et j'ai peut-être travaillé un petit peu plus fort pour rattraper mon retard, mais ça a marché. Donc voilà, je le regrette pas, même si je pense qu'à 21-22 ans, il me manquait quelque chose que les autres avaient réussi à obtenir en partant. Ensuite, Diane me demande, parles-tu une autre langue que l'anglais? Donc je parle anglais, je parle français, et je traduis de l'allemand et je traduis de l'espagnol. Comme je vous disais, j'étais hyper forte en allemand pendant mes premières années d'études, et puis le boulot de traducteur, en tout cas dans l'agence au sein de laquelle je travaille, c'est 95% d'anglais, et j'ai très vite perdu en fait. J'ai très vite perdu en allemand, en espagnol c'est encore pire parce que je l'avais encore moins travaillé. Et donc voilà, je peux pas vous dire que je parle allemand, même si je traduis de l'allemand très bien, je comprends de l'allemand très bien, pareil pour l'espagnol, je le comprends plutôt bien, et je le traduis assez bien aussi vers le français. Je voulais pas spécifier ça encore, je pense qu'on en parlera davantage par la suite. Mais en tant que traducteur professionnel, on traduit toujours vers sa langue maternelle. Donc c'est super d'être très à l'aise en allemand, d'être très à l'aise en chinois, en tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est surtout de savoir rédiger en français, d'avoir une plume qui correspond au domaine que vous êtes en train de traduire, et de savoir faire tout ça sans faute d'orthographe. Donc effectivement, que je ne parle pas l'allemand parfaitement, que je sois pas bilingue en allemand, même si encore une fois pour moi bilingue c'est vraiment quand t'es au top of the pop. Je suis très bonne hein, les enfants, je suis pas en train de me dénigrer, mais je ne parle pas allemand parfaitement. Voilà, je peux pas vous dire les choses autrement, je comprends l'allemand, je sais m'exprimer évidemment,
mais je traduis l'allemand. C'est vraiment différent et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Il y a Sophie Clément qui me demande « Coucou, alors quel type de contenu traduis-tu ? Mode d'emploi, livre, sous-titrage. Tu dois être parfaitement bilingue, je suppose. Il t'arrive de réfléchir en anglais. Et comme tu le soulignes dans ton post, quels outils as-tu ? De gros bisous, je vous apprécie fortement toutes les deux. Les enfants, je vous embrasse, hein, plein de fois. Je me fais pas mousser à chaque fois sur toutes les fins de vos messages, mais le cœur y est. Alors, quel type de contenu traduis-tu ? Alors, j'ai un diplôme de traducteur technique. Ça englobe pas mal de choses, hein. C'est-à-dire qu'on exclut surtout tout ce qui est littéraire, et effectivement le sous-titrage qui est vraiment à part de... Enfin, c'est vraiment un diplôme à part de ce que j'ai fait moi. Mais le technique, ça va englober les traductions juridiques, les traductions médicales, ça va englober les modes d'emploi, comme tu dis, donc les traductions techniques à proprement parler, le marketing, les petites brochures touristiques, c'est vraiment hyper varié. Donc ça c'est mon diplôme. Après il y a des spécialisations qui viennent avec le feeling si tu veux. Il y a des domaines dans lesquels tu es plus à l'aise de traduire. Moi mes domaines de prédilection c'est avec le tourisme. Je vous avoue qu'en matière de brochures touristiques je vends du rêve. J'adore ça. J'aime bien aussi tout ce qui est traduction marketing, mais ça demande une plume vraiment particulière parce que là on est vraiment, je vous en reparle aussi plus tard, on n'est pas sur de la traduction littérale, il faut vraiment retravailler le sketch par exemple, on traduit beaucoup de catalogues, vous savez les catalogues certainement que vos grands-parents reçoivent encore au format papier, genre d'Axon, Temps réel, des choses comme ça, donc ça c'est plein d'objets qui facilitent le quotidien, c'est aussi plein de vêtements, des choses comme ça, et parfois dans le texte, on te fait tout un sketch pour te vendre la robe de chambre qui va changer ta vie, voilà, donc ça déjà il faut pas juger, hein, première étape, et puis aussi il faut apprendre à enjoliver les choses de la même manière que c'est fait dans la langue source, il faut le faire dans ta langue cible à toi. C'est un exercice qui prend beaucoup plus de temps qu'une traduction technique d'un mode d'emploi par exemple, où ça c'est presque du mot à mot si je puis dire, il y a très peu de plumes à avoir pour ça. J'en fais beaucoup aussi, hein, mais c'est pas ce que je préfère. Et du coup les traductions marketing, c'est vrai que j'aime bien en faire des caisses quoi. J'aime bien quand les auteurs en plus en font des caisses parce que là ça me laisse le champ libre à tout ça. Il y avait plein d'autres questions, alors les enfants, je suppose que tu dois être parfaitement bilingue. Bon, on en a déjà parlé. Il t'arrive de réfléchir en anglais, alors ça oui par contre à fond les ballons, hein. Je réfléchis, je rêve, même parfois j'utilise plein de mots anglais, vous avez l'habitude de tout ça. Mais même sur Instagram et tout, enfin vraiment je m'exprime assez facilement en anglais sans en avoir forcément l'intention, tu vois, des fois c'est juste un réflexe, des fois je trouve aussi que c'est plus classe en anglais, alors que la langue française, mon dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai beaucoup de réflexes en anglais. Quels outils as-tu ? Donc là je vais rebondir là-dessus pour vous préciser qu'on parle beaucoup de traduction, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis aussi chef de projet, donc gestionnaire de projet, de traduction et d'interprétariat. Donc il y a toute la partie interprétariat où, grosso merdo, ça ne fait absolument pas partie de mon diplôme, mais ça fait partie de l'expérience que j'ai acquise dans l'agence dans laquelle je travaille. On organise des missions d'interprétariat, c'est-à-dire que la Redoute va faire venir tous ces actionnaires étrangers, et du coup, pendant toutes les conférences, il va falloir que ce soit traduit en polonais, en chinois, machin. Donc évidemment, ce n'est pas moi qui vais me trouver sur place et qui vais traduire tout ça, mais dans ce cas-là, je m'occupe de la préparation de mission. C'est un peu de l'événementiel, de l'organisation d'événements tout simplement dans ce cas-là. C'est-à-dire que je vais consulter les interprètes que je connais qui sont spécialisés dans le domaine de la Redoute, ou en tout cas du prêt-à-porter ou de la vente en ligne plutôt. Je vais m'occuper des cabines, des casques, des micros, de toute la technique, de la sono aussi, enfin voilà, évidemment encore une fois c'est pas moi qui y vais, mais je mets les gens en contact, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu de l'événementiel. Donc ça c'est toute une partie de mon boulot où j'ai beaucoup à faire à la clientèle, voilà, c'est beaucoup aussi de relationnel que j'ai développé avec les années. J'étais pas du tout à l'aise avec ça à 22 ans et puis aujourd'hui vraiment j'adore quoi. J'adore et d'ailleurs c'est pratiquement moi à l'agence qui prend le maximum de missions de ce type, genre ma passion quoi. Genre ma passion, puis en plus j'aime trop discuter avec les gens et tout, enfin vraiment ça n'a rien à voir aujourd'hui à 31 ans. Mon aplomb, en tout cas mon professionnalisme n'a rien à voir avec ce que j'étais à 22 ans, tu vois. Donc évidemment, il y a le diplôme, il y a tout ça, mais il y a aussi l'expérience, et il y a aussi l'âge, quoi, tout simplement, le fait que tu sois mieux dans tes baskets, que tu saches de quoi tu parles, ça en impose vachement plus, et je pense que pour ce type de métier, en tout cas l'événementiel, il faut savoir de quoi tu parles. Donc il y a tout ça pour l'interprétariat, et il y a la gestion de projet de traduction. Donc là, en gros, je fais le lien entre le client, comme je vous disais, la Redoute, Decathlon, Auchan, ça c'est des grosses boîtes avec lesquelles on travaille dans le Nord, et le traducteur freelance, qui est chez lui, qui n'a pas le statut de salarié chez nous, mais qui va me traduire des choses pour mes clients. Donc là, mon boulot à moi, il consiste effectivement déjà à aller chercher le client, à lui faire des propositions, à le voir en rendez-vous, donc encore une fois, des choses que je n'ai pas du tout appris à la fac,
mais qui viennent avec l'expérience, à faire des devis, à faire des factures, à gérer des choses administratives. Et puis le plus gros du taf, ça va être la préparation de fichiers pour mâcher le travail au traducteur. C'est-à-dire que souvent on reçoit, je sais pas, des brochures, des trucs sur InDesign et tout. Je veux pas que le traducteur perde du temps à s'occuper de la mise en page, par exemple. C'est pas son taf. Donc moi, en tant que chef de projet, je vais lui mâcher le travail, c'est-à-dire je vais passer le fichier qu'on a reçu à traduire à la moulinette. Donc c'est là que je vais vous parler des logiciels qu'on utilise. Les logiciels de moulinette, comme je vous dis, ça s'appelle en général Trados. Je pense que c'est le plus connu. SDL Trados, je crois aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Et aussi Déjà Vu qu'on utilise beaucoup à l'agence. Donc ce sont des logiciels de TAO, traduction assistée par ordinateur. On n'est pas du tout sur la traduction automatique comme le propose Google Trad par exemple. Là c'est vraiment des logiciels qui vont mouliner le fichier à traduire et qui vont automatiquement retrouver des segments que tu as déjà traduits pour ce même client la semaine précédente. Ça va te le surligner et à moi après de décider si dans ce contexte-là, dans ce nouveau contexte, ça marche ou si on refait. Le logiciel va aussi repérer tout ce qui est répétition, donc toutes les choses qui vont revenir à plusieurs reprises dans le même fichier. Autant qu'on le traduise une seule fois et basta. Encore une fois, tout dépend du contexte du paragraphe. Est-ce que ça peut être traduit de la même manière en page 1 et en page 5? Est-ce que justement là cette fois-ci on va essayer d'éviter les répétitions? Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte dans tout ça, c'est pas juste un clic et basta. Je vais aussi retirer tout ce qui est adresse, numéro de téléphone, nom propre. Voilà, je vais vraiment mâcher le travail pour que le traducteur n'ait plus que le minimum à faire, c'est-à-dire quand même la traduction. Mais en tout cas, voilà, mon boulot, une grosse partie de mon boulot aujourd'hui, c'est ça. Et justement, la formation de gestion de projet faisait partie du master, c'était même la grosse spécialisation de la deuxième année de master. À la fin de ce master-là, soit tu deviens traducteur freelance, soit tu deviens chef de projet dans une agence, ou en freelance aussi, ça se fait. Et voilà, moi j'ai réussi à combiner tout ça, mais j'aurais pu ne faire qu'une partie de tout ce que je vous ai raconté. C'était long les enfants, j'espère que vous avez suivi. Zoé me demande, je veux tout savoir, études, comment démarrer les spécialisations. Donc je pense que les études, on en a suffisamment parlé. Comment démarrer? J'ai envie de vous dire, quand vous sortez de la fac, c'est aussi au petit bonheur la chance quoi. En tout cas, me concernant, ça a été comme ça. Il y a quand même pas mal de réseaux qui se créent à la fac et dans les stages que tu as fait au préalable, puisque je crois qu'aujourd'hui il y a un stage obligatoire en licence 3, en master 1 et en master 2. Donc voilà, si tu peux garder des contacts à ce moment-là, c'est toujours mieux. Et aussi garder contact avec les gens qui étaient avec toi en cours pour s'échanger des tips, pour s'échanger des clients. Voilà, c'est comme ça que chacun commence en tant que freelance. Après les postes en agence comme le mien, c'est pour ça que je vous en ai beaucoup parlé pendant la vidéo sur le télétravail. J'aurais du mal à le lâcher ce poste-là parce qu'il y en a très peu, comme le mien par exemple sur l'île. Il y en a un petit peu plus aujourd'hui, mais quand moi j'ai démarré, il y en avait genre 5, tu vois, 5 postes. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Aujourd'hui il y en a un petit peu plus, il y en a une vingtaine, mais franchement, quand je vois les autres agences, je me dis que moi je suis pas trop mal. Là je pense que c'est vraiment juste un coup de bol. Si tu as vraiment envie de bosser en agence, faut postuler, mais faut qu'il y ait de la place à ce moment-là quoi. Et bon, peut-être qu'il y a beaucoup plus de chances de trouver de la place à Paris qu'à Lille en tout cas. À Amiens, cherchez pas, il n'y a pas d'agence de traduction hein, pour le moment. Et donc les spécialisations, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le plus important. Pour avoir un profil qui vraiment va faire la différence, il faut que vous mettiez en avant le domaine dans lequel vous êtes le meilleur quoi. Et je pense que il y a trop de gens qui essayent de traduire trop de choses. Et même moi, hein, quand je reçois des profils de traducteurs qui me disent oui à tout, je trouve ça bizarre, tu vois. Il y a forcément des choses dans lesquelles tu es meilleur et il y a aussi des choses que tu dois refuser, que tu dois savoir refuser parce que ta plume elle est pas suffisamment bonne, parce que c'est pas ton truc et du coup ça te demande beaucoup trop de recherche, donc au niveau du délai tu vas pas être bon. Moi il y a plein de gens qui me disent oui et qui finalement se retrouvent coincés en cours de route et du coup ça met plus de temps, la qualité finale elle est pas au rendez-vous, enfin voilà, je pense qu'il faut savoir refuser et savoir bien cibler ses spécialisations. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Estelle me demande, j'ai déjà fait un peu de traduction et je trouve ça super dur. Est-ce possible selon toi de traduire un texte sans perdre le sens? Alors, je vais exclure la partie traduction littéraire parce que déjà c'est un domaine que je maîtrise pas du tout et qui pour moi effectivement me paraît hyper compliqué. C'est-à-dire que l'auteur déjà il a tellement une patte, un style d'écriture que toi en tant que traducteur, pour retrouver la même chose dans une autre langue, c'est chaud, hein. C'est chaud. Je pense que tu perds forcément quelque chose. Même si c'est pas le sens, tu dois perdre un petit peu la patte, tu vois, de l'auteur, je pense. Hein. Mais dans le technique, c'est beaucoup plus simple. Bon, évidemment, les modes d'emploi, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, de la traduction quasiment littérale. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de fioritures. Et puis, comme je vous disais aussi, dans le marketing,
Parfois les gens s'enflamment, et bah toi tu t'enflammes aussi dans la langue dans laquelle tu traduis, et donc effectivement on n'est pas sur du mot à mot, on n'est pas sur de la traduction littérale, mais on est sur un genre de rewriting, on dit chez nous, donc c'est de la réécriture pour garder l'intention si tu veux. Et je pense que dans ce genre de texte, quand tu gardes l'intention, tu gardes le sens, et ça donne le même effet dans ta langue. C'est comme si tu repensais le texte dans ta propre langue, mais vraiment en gardant un petit peu l'esprit je veux en faire des caisses. Voilà, c'est mon avis. Après, peut-être qu'il est différent selon les différents traducteurs à qui tu peux poser la question. Et évidemment, je ne cesse de le répéter à tous mes clients, mais pour un même texte en anglais, il va exister 100 possibilités de traduction française. Alors il y en a certaines qui sont meilleures que d'autres, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il y en a une qui est vraiment au top du top et que toutes les autres c'est de la merde. Il y en a une qui va être préférée par tel client, un autre client du même domaine va préférer une autre terminologie, tu vois, il y a tellement de possibilités que c'est toujours, on essaye de faire au mieux, on essaie de s'adapter au style du client, à ce qui a déjà été traduit chez lui, ce qui a déjà été validé, mais il faut bien garder en tête qu'il y a des milliards de possibilités à chaque fois, et donc c'est pas parce que toi t'aurais dit autrement, parce que souvent les clients me disent « Ah, moi j'aurais plutôt traduit ça comme ça », mais c'est possible aussi, c'est possible, ça veut pas dire que ce que nous on a traduit, c'est mauvais. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué de faire comprendre ça, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Il y a plein de clients de bonne foi aussi. Dernière question, je crois. Paulina me demande, est-ce que c'est accessible pour être traductrice espagnole en reconversion professionnelle? Donc traductrice espagnole, les enfants, je ne sais pas si tu es de langue maternelle espagnole, mais si tu es française, tu traduiras de l'espagnol vers le français, que ce soit bien clair, hein. On peut filer un coup de main à un copain pour traduire son CV en espagnol, il n'y a aucun souci, mais en tant que professionnel, tu traduiras toujours, et je compte sur toi pour accepter uniquement les traductions vers ta langue maternelle, sinon ça n'est absolument pas réglo, et tu fonces dans le mur. À partir de là, je dirais que tout est possible, encore une fois, un petit coup de chance, ce serait pas de refus. Alors moi je trouve ça toujours compliqué d'avoir des profils qui n'ont pas le diplôme de traducteur, parce que bien plus que la maîtrise de la langue étrangère, comme je vous disais, connaître le dictionnaire par cœur, des choses comme ça, on apprend à écrire, on apprend à rédiger dans certains domaines, quelle plume on va avoir en médical, quelle plume on va plutôt préférer dans le tourisme, voilà, on apprend à bien écrire. On oublie souvent que la traduction c'est de la rédaction dans sa propre langue. Bien souvent on se dit je suis plutôt à l'aise en anglais, je suis partie à Douvres en 3e et tout, j'ai réussi à me faire comprendre, donc je peux être traducteur. Ça n'a rien à voir les enfants, le traducteur c'est avant tout un rédacteur, donc il faut effectivement savoir rédiger dans sa propre langue, sans faire de faute d'orthographe, avec une grammaire et une concordance des temps irréprochable, et avec surtout une plume, une patte, un style d'écriture qui colle parfaitement au texte source. Et ça, c'est des choses qu'on apprend à la fac, d'après moi. Il y a certainement des gens qui sont hyper doués naturellement, mais je pense qu'il faut une formation. Moi je pense qu'il faut vraiment... Donc quand je reçois des profils effectivement qui sortent de nulle part, qui sont bons dans une langue, qui ont l'un des parents qui sont d'origine étrangère, machin, et qui du coup pensent qu'ils peuvent être traducteurs du jour au lendemain, moi je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il faut passer par la case formation. Alors je vous parle beaucoup de fac, il y a des écoles d'interprétariat, il y a peut-être des formations plus courtes. Moi j'ai vécu que la fac, donc je peux pas trop vous parler d'autre chose. Mais bon, voilà, dans tous les cas, moi quand je regarde les profils de traducteurs, j'ai besoin d'une formation. J'ai besoin de voir une formation. Et par contre, dans tout ce que tu me dis, comme c'est une reconversion, le truc dans lequel je peux t'encourager, donc je ne sais pas quel était ton métier à la base, mais c'est vraiment de jouer là-dessus pour ajouter une plus-value à ton profil, c'est-à-dire que tu as ton métier d'avant qui va t'aider à avoir déjà une connaissance terminologique à fond les ballons dans le domaine en question. Et derrière, la plume, elle va couler de source si tu veux. Donc moi je pense que selon le domaine dans lequel tu travaillais avant, il faut vraiment jouer là-dessus. Et par exemple, j'ai un copain qui était informaticien pendant des années et qui s'est mis à son compte en tant que traducteur informatique. Et c'est une bombe, il est super calé forcément. Il connaît ça sur le bout des doigts, il a aucun problème de vocabulaire. Quand il écrit en français, il sait exactement ce dont il parle. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à vous spécialiser dans dans un domaine en particulier, et du coup si ça fait partie de ton expérience pro avant, tu peux jouer là-dessus. Voilà. Je pense ce sur quoi je vais conclure, c'est vraiment l'intérêt, l'objectif en tant que traducteur, ça n'est pas de connaître le dictionnaire par cœur. Moi souvent autour de moi on se fout de ma gueule parce que on passe son temps à me dire Chacha comment on dit ça, et les 3/4 du temps je n'ai aucune idée. Bon, déjà parce que j'ai pas de mémoire, mais aussi parce que franchement c'est ça mon boulot, tu vois, c'est ça. Donc moi des dictionnaires, j'en ai 50 000 en ligne, j'ai des lexiques spécialisés dans tous les domaines dans lesquels je traduis, donc si tu veux les termes, la terminologie, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Il y a des fois où je bloque sur des phrases,
Je bloque jamais parce qu'il y a un terme que je comprends pas. Je bloque parce que je trouve pas la formulation la plus adaptée. Mon boulot, c'est surtout de rédiger correctement et de rendre le texte joli, ou de rendre le texte efficace, ou de rendre le texte hyper carré. Enfin, tu vois, selon le domaine dans lequel je traduis, c'est vraiment ça le plus important. Donc voilà, je sais que souvent je me fais charrier là-dessus, mais bon, il n'en reste que je suis quand même très à l'aise quand effectivement je m'exprime en anglais, je suis très à l'aise. Quand je pars à l'étranger en vacances, c'est un plus, c'est très pratique de savoir parler anglais, mais il y a plein de gens d'entre vous qui seront certainement bien meilleurs que moi en vocabulaire. Voilà, moi c'est vraiment pas le plus important dans mon métier. Donc si vous avez envie de faire ce métier-là, je vous invite vraiment à travailler votre plume et à vous spécialiser dans le domaine qui vous intéresse. Donc encore une fois, c'est bien sympa de partir en Erasmus, c'est vraiment super cool comme expérience personnelle, je pense. Mais dans le taf que je fais aujourd'hui, ça fait pas la diff. Voilà, ça fait pas la diff aujourd'hui. Ça aurait fait la diff à 22 ans pour mon bien-être personnel, pour l'aplomb que j'avais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai rattrapé tout ça. J'ai rattrapé tout ça. Voilà les enfants, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que cette vidéo était assez complète. Je pense que c'est assez long. Je vais essayer de vous mettre ça un petit dimanche qui va bien, pour que vous puissiez vous poser avant la rentrée, hein, parce que là, moi je suis assez loin de tout ça au moment où vous me voyez, mais bon, chaque chose en son temps, j'y viendrai aussi à ma rentrée. Je vous attends tout de suite en commentaire, comme on l'a dit, pour revenir sur tout ce que j'ai dit, peut-être pointer des choses en particulier pour lesquelles j'ai pas assez blablaté, je sais pas si c'est possible. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. And we could be together, baby, as long as skies are blue.